Et c'est parti, ça fait longtemps, ça fait bien 2 semaines que je crois j'ai pas fait de vidéo pour, euh, pour débriefer cette petite campagne de post-season, de playoff. Donc on va se retrouver aujourd'hui pour faire, comme vous le voyez à la miniature, le petit débrief. Le débrief de Miami contre Boston. Alors le débrief Nuggets contre Lakers, je vais vraiment faire une vidéo approfondie vu que je suis fan des Lakers et je vais expliquer un petit peu pourquoi la défaite a été aussi violente, aussi forte, trouver des explications, des éléments de réponse, que ce soit dans les systèmes, dans les rotations, dans les statistiques. Je vous avoue que je suis un peu survolé la série parce que j'étais pas dans une bonne période personnelle et voir mon équipe se faire casser la gueule comme elle s'est fait casser la gueule, j'ai pas voulu réagir dans l'instant en préférant faire une vidéo un peu plus construite, donc elle va arriver. Je vais vraiment me bouffer les matchs pour les analyser, etc. Mais ça ne nous empêche pas de nous retrouver avec un logo du hit absolument flou. Quel travail de merde j'ai fait. Mais pour faire tout simplement un débrief de Miami contre les Celtics. Et puis une preview de ces finales qui ont déjà commencé. Denver mène 1-0. Je suis toujours en retard de toute façon dans mes récaps et dans mes débriefs. Petit point simple sur le hit contre les Celtics. Le hit, il a gagné 4-3. Voilà. Qui s'y attendait? Personne. Je vais être honnête, je m'y attendais pas. Alors que ça aille en 7, je m'y attendais peut-être un peu plus parce qu'en vérité, il y avait quand même une série, il y avait un match. On sait que le 8 a cette capacité d'avoir le couteau entre les dents en permanence, d'avoir beaucoup de hustle grâce à leurs joueurs qui ont beaucoup d'expérience, mais également grâce au travail d'Alex Spoelstra qui arrive à transformer de la merde en chocolat. Big respect au Big Three, Max Truss, Gabe Vincent et Caleb Martin, mais la vérité c'est que c'était des no-names il y a à peine 1 an et demi et que les gars, ils ont, notamment pour Caleb Martin qui fait une série face aux Celtics qui est absolument incroyable et je pense qu'il aurait plus mérité pour le storytelling le MVP des finales de conf parce que bordel, la rédemption, la résilience du gars est incroyable. Mais donc une série assez surprenante en vérité parce qu'elle commence en 3-0. Alors attendez, je vais vous partager l'écran. Oh, alors non, ça c'est NBA Finals. Putain, il est où mon bracket? On n'en peut plus, on n'en peut plus. Je comprends jamais rien. Bracket, voilà. 4-3, hit Celtics. La vérité, c'est que je pense que je voyais pas du tout la série se profiler comme ça. Parce qu'on a eu un 3-0 très rapide et assez sec de la part du 8. Ils ont infligé une correction monumentale aux Celtics. Et finalement, on en revient à ce dont on parlait. Ce dont je parlais un petit peu précédemment, c'est que moi je voyais Philly gagner très sincèrement face aux Celtics parce que je pense qu'ils avaient les ressources. Malheureusement, Joel Embiid choke comme il sait très bien le faire. Et ça m'énerve parce que aujourd'hui on lui tombe dessus par rapport au MVP, mais je pense que c'est légitime, notamment parce qu'il le méritait pas, je pense, et que c'était Jokic qui devait pour l'histoire faire un triplé comme l'avait fait Larry Bird dans les années 80. Donc moi j'étais un petit peu dégoûté de voir les Celtics passer parce que je trouvais que c'était une équipe qui n'était pas du tout en rythme. J'en avais déjà parlé sur le fait, même en saison régulière, que c'était une équipe qui avait, pour moi, qui était l'équipe parfaite, très sincèrement. Bien coaché en régulière, on a vu qu'en playoff c'était une autre affaire, mais bien coaché en régulière avec un système, avec des stars en place, une hiérarchie, une profondeur de banc également sur les postes avec des joueurs talentueux. On avait le 6e homme de l'année, on avait 2 All-NBA, on avait Tatum était candidat MVP pendant très longtemps. Bon après il a un petit peu dégringolé dans les standings, mais parce que l'équipe en fait elle avait un plafond de verre. Et les Celtics ont eu un plafond de verre qui s'est ressenti déjà en fin de saison régulière. On les a vus un petit peu quitter, je sais plus comment on fait pour voir les standings. Voilà. Bon, on avait vu qu'ils avaient, ils étaient quand même deuxième, mais ils ont fait une fin de saison où ils ont été longtemps en tête, ils avaient beaucoup d'avance sur les Bucks, et puis petit à petit ils se sont fait remonter, ils se sont fait talonner. Et on avait l'impression que finalement les équipes d'en face avaient une marge de progression un petit peu plus conséquente. Donc, rip les Bucks, parce qu'en vérité je pense que si Giannis avait été en bonne santé, le 8 il aurait même pas passé un tour. Mais bon, avec des si on refait le monde évidemment. Et je trouvais finalement que cette équipe de Boston était un petit peu fébrile en coaching, en termes de leadership. Il y avait beaucoup de performances en dents de scie. Je pense à Jaylen Brown, mais également à Tatum, qui n'était pas présent tous les soirs à 100%.
en termes de niveau de jeu. On a vu déjà dans la première série face aux Hawks que c'était compliqué. On s'est pris une clim au TD Garden de la part de Trae Young avec des Hawks qui, même s'ils ont réussi à être bien coachés par Quinn Snyder après la trade deadline, c'était une équipe qui patinait. Voilà, ils avaient un bilan à l'équipe, si je dis pas de bêtises, ouais, c'était en 41-41. Il n'y avait rien de sexy, le backcourt marchait pas, le frontcourt marchait pas. Ils arrivent à choper 2 games, et la vérité, c'est que quand ils étaient à Atlanta au game 6, je crois que. Enfin, je vais regarder la série, mais je crois qu'il y avait match. Hein. Il y avait match, voilà. Ça se finit comme ça, mais la vérité, c'est qu'il y avait match et que ça aurait pu aller au Game 7 parce qu'Atlanta avait les ressources et que les Boston Celtics n'avaient pas du tout l'air rassurant. Et c'est pour ça que j'avais pronostiqué les Sixers en 7, parce que je pensais littéralement qu'avec cette série très importante, la récompense de Joel Embiid, le fait que James Harden reprenne un petit peu du poil de la bête et un peu de leadership, Tyrese Maxey faisait aussi une belle campagne de playoff et une belle campagne de saison régulière, enfin de fin de saison régulière. Les Celtics, pour moi, étaient absolument pas rassurants. Et c'est ce qui m'a fait les mettre un petit peu en. Sortir finalement du bracket en semi-final. La vérité, c'est qu'en fait, ils sont tombés sur plus gros choker qu'eux. Parce que les Sixers menaient 3-2 en arrivant à la maison. Et qu'il y a le Game 6 Jason Tatum qui était incroyable. Où je crois qu'il plante. Je sais plus combien. Ce match-là. Ce match-là, je crois. Où on se dit en fait ça y est, ils ont perdu les Celtics, et la vérité c'est que Tatum fait call an ambulance but not for me. C'est pas du tout ce match-là. Si, c'est ce match-là, je crois, où il met tous ses points dans le dernier quart-temps. Voilà, il met 16 points dans le dernier quart-temps. Et après, c'est dans le match je sais plus combien. Pourquoi mon PC, vous devez entendre mon PC, ça doit être abominable. C'est dans le match 7, je crois, où il va poser un classique, ouais, voilà, tout rentre et c'est juste abominable. Voilà, il plante 51 points. Mais revenons à nos moutons, parce que là, de base, on parle de la série quand même, on fait un petit débrief de cette série-là. Et en vérité, cette série-là, quand le hit est arrivé à ce point-là, et ça va aussi un petit peu avec le débrief de notre petite série qui est Denver-Miami, mais en fait, le hit, on a eu l'impression qu'ils avaient plus confiance en eux, qu'ils étaient un petit peu plus préparés, un petit peu plus... ils avaient le couteau entre les dents, et ils venaient d'éliminer le first seed, avec un contexte particulier. Ils éliminent les Knicks, qui était quand même une équipe qui était bien en rythme, qui fait un upset face aux Cavs. Et le hit, il met un 3-0. Alors après, il choque un peu. Voilà. La vérité, c'est que quand tu regardes la série, il choque un peu. Ils se font remonter, puis ils se font remonter, puis ils se font remonter. Notamment ce match-là, où c'est complètement miraculeux de la part de Derrick White de faire ce buzzer beater. Après, ils ont fait une correction. Mais donc, le hit sort d'une série, finalement, qui semblait être à sens unique, parce que je pense qu'ils avaient littéralement les ressources pour terminer en 4. Parce qu'ils avaient mis un coup de massue sur la tête des Celtics. Après, ils leur ont donné un petit peu à manger en leur offrant un game 1, enfin un game 4 et puis un game 5. Et on est arrivé au game 6. Normalement, ça aurait dû être terminé. Tu redonnes encore un peu à manger, mais je pense que les Celtics, mentalement, étaient bien trop faibles et pas assez préparés. Peut-être pas assez de hustle, ça a choqué. Enfin bref. Mais donc la série est rondement menée. Pour moi, elle était censée être rondement menée de la part du 8. Et c'était juste... J'avais l'impression que c'était... Bon, jusqu'ici, tout va bien. On a juste un match à les gagner. Et puis... On verra si on est au match 7 qu'il faudra vraiment sortir l'Arsenal, et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont vraiment porté leur couille et j'ai eu l'impression qu'ils ont vraiment joué que le match 6 et match 7, donc c'est un peu dommage de ne pas avoir sanctionné sur le match 4 et 5. Bref. Preview de cette série. On était du côté de l'Est, donc je vais un petit peu débriefer sur le parcours du Heat. Si je dois faire un pronostic assez rapide, pour moi je vois les Nuggets gagner. Pour la simple et bonne raison que pour moi c'est une équipe qui est meilleure. Alors on a vu ça plusieurs fois avec le Heat. Le Heat, ils ont quand même éliminé le first seed, le second seed et le 5e seed, alors qu'ils étaient 8e seed. Pour moi, en fait, aujourd'hui, le Heat, à l'image en fait de ce qu'ils ont pu faire pendant la campagne de playoff 2020, c'est une équipe qui malheureusement manque de All-Star, manque de gros niveaux, et on a des joueurs on a des role-players qui s'expriment énormément, comme en 2020, avec Tyler Herro, avec Duncan Robinson, avec Goran Dragic. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, Max Strus, Caleb Martin et Gabe Vincent, c'est des très bons joueurs, mais je pense pas que ce soit des joueurs qui soient au niveau de l'effectif des Nuggets. Et aujourd'hui, je pense, et ça se voit dans le Game 1, même s'il est un petit peu close, le Heat n'est pas ridicule, hein, et le Heat peut gagner cette série, très sincèrement. Moi, je pronostique les Nuggets, pour être honnête, je dirais en 5. Je vois pas grand max en 6, mais je pense que les Nuggets vont gagner en 5.
parce que c'est une équipe qui est trop bien préparée. Et je pense que c'est là où le Heat en fait a réussi à sortir son épingle du jeu. Je pense qu'ils peuvent être tellement fiers d'être en finale. C'est la deuxième équipe, c'est la deuxième fois qu'un 8e seed va en finale. La dernière c'était les Knicks de 99 face aux Spurs de David Robinson et Tim Duncan. J'allais dire Duncan Robinson, putain. Mais la vérité c'est qu'en fait il y a un concours de circonstances qui fait que le Heat est en finale. Ils ont réussi à sortir leur épingle du jeu évidemment, mais quand ils battent les Bucks, ils les battent sur un contexte qui est que Giannis est absent 2/3 de la série et que Mike Budenholzer, son frère, vient de canner. Donc ces ajustements, il les fait mais à l'aveugle et il est complètement dévasté et affecté par cette nouvelle, par sa perte. Et en face, malheureusement, les Bucks n'arrivent pas à tenir la baraque. Ils sentent. Disons qu'en fait, c'est comme. Le Heat, c'est un peu comme des requins qui sentent le sang ou des hyènes qui sentent un cadavre. Ils ont senti qu'il y avait une fragilité, une fissure dans leur rempart qui était la meilleure défense de la ligue, qui était les Bucks. Ils ont senti que, déjà, il y a un rempart qui saute, c'est Giannis. Et puis après, tout est un peu déstabilisé, les ajustements sont pas bons et Spoelstra a flairé ça et a réussi à faire les bons ajustements et à sortir correctement les Bucks en 5, notamment avec ce match 5. Je pense que si les Bucks le gagnaient, je pense que la série était totalement relancée, très sincèrement, parce que Giannis était déjà sur le retour, il s'était rétabli de sa blessure au dos. Et après, le Heat va en semi-finals contre des Knicks. Alors les Knicks, big respect à eux, mais je pense que le coaching de Tom Thibodeau fait que les joueurs, en fait, à la fin, ils ont des hernies discales parce qu'ils sont complètement esselés. Et c'était une jeune équipe qui a surpris l'arrivée de Josh Hart a redynamisé un petit peu la franchise et ses ambitions. Et ça a fait qu'ils sont arrivés 5e, qu'ils ont réussi à sortir des Cavs qui, eux, avaient choke, qui était une meilleure équipe intrinsèquement. Et les Knicks, jeune équipe portée par un Julius Randle qui était sur une jambe, un jeune Jalen Brunson qui prend le leadership face à des Briscards qui sont allés déjà 2 fois en finale de conf, une fois en finale NBA, avec un coach qui en a fait des finales NBA, qui a beaucoup d'expérience, une franchise globalement qui a une identité. Et ils se sont fait un petit peu surprendre, ils se sont fait piéger parce que le Heat était un peu mieux préparé et que les systèmes étaient un petit peu mieux huilés, qu'il y avait une meilleure entente, une meilleure alchimie, je pense, que par rapport aux Knicks. Mais les Knicks sont aussi perdus parce que, blessures, manque de profondeur de banc, jeunes joueurs, un peu de choke, très sincèrement. Et puis Josh Hart qui n'était pas au rendez-vous, qui était quand même la clé de voûte, finalement, de cette équipe. Et ça amène le 8 en finale de conf, où ils affrontent des Celtics qui, comme j'expliquais auparavant, en fait, étaient une équipe pas rassurante du tout. Et ça s'est vu parce qu'ils se faisaient mener 3-0. Après, ils font un comeback archi intéressant qui montre beaucoup de force mentale, en vérité. Et s'ils avaient réussi à passer en finale, ça aurait été une autre affaire. Mais malheureusement, le Heat a affronté, pour moi, quand je dis que c'est un concours de circonstances, c'est que pour moi, le Heat a affronté à multiples reprises sur ce parcours des équipes qui n'étaient pas des équipes 100% sûres d'elles, préparées. Là où les Nuggets, en vérité, ils n'ont pas bronché une seule fois. C'est-à-dire que les Nuggets, ils sont allés au max en 6 face aux Suns, qui était une équipe que tout le monde mettait en finale, très sincèrement, parce que Kevin Durant, Devin Booker. Alors, les Nuggets ont profité aussi du fait que les Suns s'étaient diminués, puis que DeAndre Ayton préférait jouer à la PS5 que jouer au basket, donc ça c'est un peu dommage. Mais la différence, et c'est pour ça que pour moi le Heat va buter sur plus fort qu'eux et mieux préparé, c'est que les Nuggets en vérité ils n'ont pas bronché une seule fois. Et la deuxième meilleure équipe de l'Ouest depuis la trade deadline, c'était les Lakers, très sincèrement. Les Lakers ils sont pris une branlée. Alors oui, LeBron James avait un tendon déchiré au pied. Bon, ma grosse bite, je pense que de toute façon moi j'avais pronostiqué les Lakers les Nuggets en 5, grand max en 6, mais je les voyais en 5 parce qu'en fait les Nuggets sont trop bien préparés. Et j'avais call à l'avance, si Jamal Murray faisait sa série, il n'y avait pas match parce qu'il n'y avait pas d'outils pour défendre sur lui et pour défendre après sur la hauteur que représentent les Nuggets, que ce soit Jokic, Gordon et Michael Porter Jr. Et malheureusement, le Heat n'a pas, à l'image des Lakers, déjà n'a pas de gros défenseurs, même si Bam est un bon défenseur, c'est pas un défenseur élite. Et après, ça fait une rotation assez petite avec, quand on sort Kevin Love et qu'il est plus 4, on se retrouve avec un Caleb Martin, un Gabe Vincent en 4, avec un Jimmy en 3, donc ça fait des petites rotations, et quand tu
compare les deux équipes, c'est pas vraiment possible. Mais là, je suis un peu en train de me disperser, mais globalement, mon prono pour moi, c'est que les Nuggets, ils vont gagner sans équivoque en 5, parce que le Heat reste relativement esquinté de cette campagne de playoff. C'était un peu inattendu, personne ne les voyait à ce niveau-là. Même si c'est une équipe qui a beaucoup d'expérience, qui sait jouer avec... Spoelstra est un génie et il arrive à toujours bonifier certains joueurs dans son effectif. Je pense que là, en fait, tu tombes face à une équipe qui est juste trop bien préparée. Trop bien préparée, ça fait des années qu'ils jouent également ensemble. Je veux dire, même ils ont fait une grosse campagne de playoff qui était en 2020, mais la vérité, c'est que après, effectivement, ils se font sortir au premier tour et puis après en semi-finale. C'est un petit peu compliqué, mais parce qu'il y a des blessures, parce que Jamal Murray n'était jamais vraiment revenu depuis 2020, mais sauf que là, Jamal Murray, il est revenu depuis 2020. C'est un meilleur Jamal Murray qu'en 2020, en vérité. Ce qui fait que en fait, tu te retrouves à devoir courir des menaces. On peut pas cliquer, d'accord, très bien. Voilà. C'est pas une grosse branle, hein, il y a plus 11, hein, c'est pas ridicule. Mais la vérité, c'est que en fait, quand on regarde globalement les effectifs, et c'est pour moi que là, c'est relativement criant, c'est qu'en fait, le Heat tombe face à une équipe qui est trop bien préparée. Le défaut que je vais donner au Denver Nuggets, c'est la profondeur de banc. C'est-à-dire qu'ils tournent avec 6 joueurs, mais tu vois qu'il y a beaucoup de minutes qui vont être réparties sur les cadres. Ça joue plus de 40 minutes sur 88, sur 48, pardon. Et le problème, c'est leur profondeur de banc. Pour l'instant, ils arrivent facilement à la pallier, alors que pourtant, ils ont des gars qui pourraient rentrer. Hein. Très sincèrement, ils peuvent apporter de la profondeur, mais visiblement, tourner à 6, 7, 6,5, parce que Jeff Green et Christian Braun, ça joue pas beaucoup. Ça, c'est un rookie, et puis Jeff Green ne trouve pas forcément sa place dans la rotation. Ça, c'est le seul défaut que peuvent rencontrer les Nuggets, mais la vérité, c'est quand tu regardes leur 6 de rotation, il n'y a pas de réponse. Je pense. Le Heat ne peut pas apporter de réponse littéralement. Alors, j'attends de voir ce que peut faire avec Spoelstra. Mais le problème, c'est que, voilà, Caleb Martin et Jimmy Butler en forward. Caleb Martin fait un 92, je crois. 96. Tout le respect que j'ai, mais en fait, il faut vraiment... Et Butler fait pas 2 mètres. Butler fait 2 mètres, l'enculé, il fait 2 mètres, putain. Mais ça joue small ball et ça joue avec des gars, voilà, quand on voit... Et c'est là où, pour moi, le problème du Heat est assez criant, c'est quand ces 3 larrons font des matchs fantastiques, on crie au génie, mais quand ils passent à côté, ça se ressent, et malgré un match XXL de Bam Adebayo, hein, parce que les perfs comme ça, si Bam, il arrive à les enchaîner sur la série, il y a match, hein. Mais le problème, c'est ça. C'est qu'en vérité, Bam, il va devoir scoltiner Nikola Jokic en défense. Je pense que Nicolas en avait un peu rien à foutre. Voilà. Je pense sincèrement que Nicolas n'en avait rien à branler. Il sort un 60-50-80 en triple-double. Donc en fait, le problème majeur, c'est Nikola Jokic, et je pense sincèrement que la taille va être un problème de taille, lol. Mais le Heat n'a pas forcément de réponse sur des jeux de coupe que peut apporter Aaron Gordon sur une verticalité. Bam ne va pas pouvoir faire le travail tout seul de couvrir une raquette, et malheureusement la raquette ça reste quand même un point fort. C'est pas le point fort, mais le point fort, c'est lui en fait. C'est cette tourelle automatique qui peut distribuer 14 balles par match, couplé à un mec qui de base est un meneur de métier et qui peut distribuer, mais qui peut aussi t'arracher la gueule en faisant des skill moves au cercle. Et il est là le problème, c'est que en fait le Heat, comment ils vont répondre avec 3 larrons et 2 stars, 2 all-stars. Il faut que les stars soient en fait 100% là pour couvrir en fait parfois l'absence, parce que c'est la première fois, voilà, que depuis les finales de conf, Caleb Martin était toujours incroyable, et Max Strus aussi. Donc quand ils sont hors finalement de leur match, ça fait un creux, et c'est ça le problème. Et il faut que les stars, elles soient au rendez-vous, et malheureusement pour l'instant, en tout cas sur ce match, elles ne le sont pas. Elles peuvent l'être, la série. La série n'est pas finie, mais pour moi, c'est ce qui va se passer, c'est que on a une équipe en face qui est trop bien préparée, qui est montée en puissance, qui a été sous-cotée depuis le début des playoffs et même depuis le début de saison. On se disait, voilà, Nikola Jokic, Jamal Murray, etc. Pas content, 4-0 face aux Lakers. Et ça peut être un 4-0 face aux Heat, ça peut être un sweep, parce que tout fonctionne bien. T'as du catch and shooter, t'as du 3&D, ce que je veux dire, mais c'est un peu de catch and shoot. T'as de la verticalité. En plus, ils sont crado au shoot extérieur, ils sont à 30%.
C'est une équipe qui est capable de tourner à 35, 30, 40% à 3 points. Et ils font pas leur match. Parce qu'il y a match, hein, le résultat final 104-93, c'est pas non plus une branlée monumentale, hein, c'est un +11, c'est autoritaire. Mais voilà. Et je pense que très sincèrement, en fait, là quand tu regardes les Nuggets, t'as un mec qui peut te mettre une drill à l'intérieur. Donc Bam est focalisé sur Nikola Jokic, mais la vérité c'est que Jokic a un QI basket monumental, qu'il est capable de distribuer, la preuve, 14 ballons. Et qu'Aaron Gordon peut apporter des coupes dans le dos, de la verticalité. On sait qu'il peut shooter un petit peu à mi-distance, c'est pas son taf, mais il est très bon dans cette coupe, dans cette circulation de off-ball, en fait, de jeu off-ball. On a MPJ qui, pareil, quand il fait son travail, il peut être très bon. En plus, il vient chercher du rebond, donc ça devient difficile. Hein. On voit 45 rebonds qui ont été pris. Alors, ils sont pas ridicules, hein, le hit. Hein. Loin de là. Mais tu vois que le secteur intérieur, il te chope la gonfle. Lui, il est dans une soirée où il shoot. Là, il est à 2 sur 11, mais il est dans une soirée où il est régulier et il prend juste 10 tirs par match et il t'en met 4 sur 5 à 3 points. Tu souffles. Et après, pareil, t'as des gars comme ça qui peuvent t'apporter la même chose. Et puis, en ligne d'arrière, Jamal Murray, voilà, 26 points. Pas grand-chose à dire. Et pour moi, c'est le problème que va rencontrer le Heat. Et c'est là où ils vont être un petit peu justes. Parce qu'en plus, ils font une bonne soirée. Enfin, ils font une bonne soirée. J'ai vu 50% un peu partout, mais j'ai pas vu que Mastros était à 0 sur 9, l'enculé. Pour moi, c'est le problème majeur qu'ils vont rencontrer, en fait. C'est qu'il va falloir répondre à la fois sur les lignes arrière et sur le front et sur le backcourt, et que les menaces peuvent venir de partout, et qu'en fait, en face, t'es une équipe qui n'a pas eu peur. Et même face à la deuxième meilleure équipe de l'Ouest, ils n'ont pas bronché. Et on se demande qu'est-ce qui peut les arrêter, qu'est-ce qui peut empêcher aujourd'hui les Denver Nuggets d'aller chercher le titre. Je pense pas que ça soit le Heat. On a une très bonne bataille de coachs. Hein. Michael Malone et Eric Spoelstra, c'est deux très bons coachs, et je pense notamment que les deux ont été souvent très sous-estimés dans leur carrière. Spoelstra peut nous sortir des merveilles, des ajustements de fou, mais je pense qu'il joue aussi un petit peu. Il n'a pas beaucoup de mou en fait, Eric Spoelstra, et qu'il se repose vachement sur son trio un petit peu d'undrafted. Et malheureusement, je pense pas que ce soit un Cody Zeller, un Kevin Love ou un Kyle Lowry qui puisse changer la série. Je pense que si le Heat veut gagner une série, il faut avoir un Jimmy Butler et un Bam Adebayo qui sont tous les soirs à plus de 25 points par match pour espérer aller chercher déjà 1 voire 2 matchs. Et il faut après que tout le monde soit au rendez-vous du côté du 8, parce que du côté des Nuggets, on tourne à 6,5, mais tout le monde connaît son rôle. Et on l'a vu face aux Lakers, ils n'ont pas bronché, même quand ils avaient 10-15 points de retard. Ils peuvent revenir. Jamal Murray, il peut t'attaquer le cercle, il peut shooter à 3 points. Jokic peut te mettre des skill shots monumentaux où il te fait un step back sur une jambe avec une main dans le dos et les yeux bandés, où il te met une filoche au buzzer. Tu peux rien faire. Et en fait, il y a trop d'aisance du côté des Nuggets, trop de certitude et de confiance. Là où le Heat est un petit peu branché, en fait, le Heat est dans une énorme confiance, mais ils savent que ils sont donnés à 100% tous les soirs. Là où les Nuggets, je pense qu'ils ont juste déroulé leur jeu sans avoir vraiment peur. Même face aux Suns. Encore moins face aux Lakers. Et c'est ce qui fait que pour moi, ça va être très très dur. Et que je pronostique les Nuggets sont 5. Ça me fera très plaisir si les Nuggets s'imposent en 5. De toute façon, qu'importe le vainqueur, moi je suis content. Pour être très honnête. Je suis très content que ça change. J'aurais aimé que ce soit les Lakers, mais je suis content qu'on n'ait pas, tu vois, un Celtics qui gagne un titre, un Warriors qui aille en finale. Que ça change un peu, qu'on se retrouve avec des nouveaux visages, un petit peu de fraîcheur, et que voilà, on se dise, voilà, putain, Nikola Jokic, bordel, mettez du respect sur son nom, quoi. C'est une forme de relève de l'NBA et ça fait très très plaisir. J'espère que ça vous aura intéressé. C'était un petit débrief court d'une vingtaine de minutes. Je vous remercie d'avoir écouté. On se retrouve. Alors, mon planning, il change un peu, mais j'aimerais donc faire cette vidéo de débrief des Lakers. Probablement une vidéo de débrief du Heat et des Nuggets quand ça sera fini. Et puis. Je crois que c'est tout. Je n'ai pas de plan plus que ça. Après, je pense que le podcast va se mettre en off. Il restera peut-être 2-3 épisodes, peut-être la draft. Peut-être une vidéo d'intersaison par rapport aux mouvements qui vont être faits. Je sais pas si je renfilerai les gants, les bottes la saison prochaine en termes de podcast. J'ai beaucoup aimé faire cette saison, en vérité. Il y a très peu d'écoute parce que j'ai pas du tout promu en fait le podcast, mais je pense que peut-être qu'il y aura une saison 2 du Rip Show, toujours accompagné d'Enzo, je l'espère. Et puis voilà. Je vous remercie d'avoir écouté, je vous fais des bisous, n'oubliez pas que c'est bientôt Noël et je vous embrasse partout, même dans votre trou, comme dirait le roi Harouf. C'est terrible, ces autres. Allez, c'est ciao.